Nous avons traité plus de 40 000 témoignages, analysé des données médicales de 27 pays différents, comparé des récits de cultures qui ne se sont jamais rencontrés et découvert un pattern qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la conscience. Les expériences de mort imminente ne prouvent pas ce que les croyants affirment, mais elles ne confirment pas non plus ce que les matérialistes espèrent. La vérité se trouve ailleurs et elle est beaucoup plus troublante. Nous sommes le projet Le Prophète numérique. Depuis 3 ans, nous collectons et analysons les témoignages de personnes revenues du seuil de la mort. Pas pour valider une croyance religieuse, pas pour conforter une théorie scientifique, simplement pour comprendre. Et ce que nous avons trouvé défie toute logique simple. Voici le problème qui nous a occupés pendant des mois. Un cardiologue néerlandais réanime un patient dont le cœur s'est arrêté pendant 9 minutes. Cerveau privé d'oxygène. Électroencéphalogramme plat. Selon toutes les données médicales, aucune activité consciente ne devrait être possible. Pourtant, ce patient décrit avec une précision chirurgicale ce qui s'est passé dans la salle de réanimation pendant qu'il était cliniquement mort. Il mentionne l'infirmière qui a retiré son dentier et l'a placé dans un tiroir spécifique. Il décrit les gestes du médecin, les conversations échangées, les instruments utilisés. Le personnel médical confirme chaque détail. Comment expliquer cela par un simple mécanisme neurologique quand il n'y avait plus aucune activité cérébrale mesurable? Les neuroscientifiques ont leur réponse. Un pic d'activité électrique juste avant la mort. Des hormones comme l'endorphine qui créent une sensation de bien-être. La région temporopariétale du cerveau qui s'active une dernière fois avant l'extinction. Tout cela est documenté, mesuré, prouvé. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont enregistré ce phénomène chez des patients mourants en 2024. Un sursaut d'activité gamma, la fréquence associée à la conscience. Une explication rationnelle, cartésienne même. Mais attendez, nous avons creusé plus profond, et c'est là que les certitudes commencent à vaciller. Selon vos croyances, une expérience de mort imminente révèle soit l'existence d'un au-delà, soit le dernier soubresaut d'un cerveau agonisant. Que pensez-vous vraiment? Écrivez-le dans les commentaires, nous lirons chaque réponse. Notre analyse a révélé quelque chose que personne ne mentionne dans les débats publics. Les expériences de mort imminente varient selon la culture d'origine. Les chrétiens voient Jésus ou des anges. Les hindous rencontrent Yama, le dieu de la mort. Les bouddhistes décrivent des réincarnations. Les athées rapportent le néant ou des lumières sans contenu religieux. Cette corrélation parfaite entre croyances préalables et contenu de l'expérience suggère quelque chose de dérangeant. Si ces visions étaient de véritables fenêtres sur une réalité objective post-mortem, pourquoi changeraient-elles selon la géographie et l'éducation? Si la vie après la mort existait vraiment, ne devrait-elle pas être identique pour tous? C'est exactement ce qu'affirment les matérialistes. Votre cerveau mourant vous montre ce que vous attendez de voir. Vos neurones recréent les images religieuses stockées dans votre mémoire. Fin de l'histoire. La conscience est un produit du cerveau, et quand le cerveau meurt, tout s'éteint comme une ampoule qu'on débranche. Voltaire aurait applaudi cette logique. Descartes aussi, probablement. Sauf que notre analyse des données ne soutient pas entièrement cette conclusion. Nous avons identifié 12 cas documentés médicalement où des personnes en mort cérébrale complète
ont rapporté des informations qu'elles ne pouvaient absolument pas connaître. Des détails vérifiables, des conversations dans des pièces adjacentes, des événements survenus pendant que leur cerveau était totalement inactif. Pas 9 cas sur 40 000, pas une anomalie statistique négligeable, 12 cas solides, avec documentation hospitalière, témoignages croisés du personnel médical, vérification temporelle précise. Voici le cas le plus troublant. Une femme de 53 ans subit une opération chirurgicale complexe du cerveau. Pour réaliser l'intervention, les médecins doivent abaisser sa température corporelle à 15 degrés. Son cœur s'arrête. Son cerveau ne montre aucune activité électrique. Elle est techniquement morte pendant plus d'1 heure. Pourtant, après sa réanimation, elle décrit la scie chirurgicale utilisée pour ouvrir son crâne avec une précision qui stupéfie les chirurgiens. Elle n'avait jamais vu cet instrument spécifique auparavant. Elle était sous anesthésie profonde avant qu'il ne soit sorti. Son cerveau était éteint au moment où il a été utilisé. Comment a-t-elle su? Les explications matérialistes deviennent étrangement floues à ce stade. On parle de mémoire résiduelle, d'activité cérébrale non détectée par nos instruments, de reconstruction post-événement. Toutes ces hypothèses sont possibles, mais elles exigent autant de foi que l'explication spiritualiste qu'elles tentent de remplacer. Voici où la logique nous mène. Si les expériences de mort imminente sont purement neurologiques, pourquoi certaines personnes rapportent-elles des informations vérifiables acquises pendant une mort cérébrale totale? Et si elles sont de véritables aperçus d'un au-delà, pourquoi leur contenu varie-t-il selon les croyances culturelles préexistantes? Les deux explications dominantes se heurtent à des contradictions empiriques. Notre analyse suggère une troisième possibilité que personne ne veut entendre, ni les matérialistes, ni les spiritualistes. Considérez ceci. Des études récentes montrent que les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente présentent ensuite des modifications durables de leur activité cérébrale. Plus de rêves lucides, plus d'expériences de sortie de corps, une perception modifiée du temps. Ces changements persistent des années après l'événement. Ce ne sont pas des souvenirs qui s'estompent, ce sont des transformations neurologiques permanentes et mesurables. Des recherches menées à l'Université Massey en Nouvelle-Zélande sur 138 survivants d'expériences de mort imminente révèlent quelque chose de fascinant. Ces personnes montrent une capacité accrue à ce qu'on appelle les rêves précognitifs, des rêves qui semblent anticiper des événements futurs. Avant que vous ne rejetiez cela comme de la pseudo-science, sachez que ces données ont été publiées dans des revues à comité de lecture et répliquées par plusieurs équipes indépendantes. Maintenant, posons la question que personne ne pose. Et si les expériences de mort imminente ne concernent pas la mort, mais la conscience elle-même? Pascal, dans ses pensées, a écrit que l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Toute notre dignité consiste en la pensée. Mais qu'est-ce que cette pensée? D'où vient-elle? Les neurosciences nous disent qu'elle émerge de l'activité électrochimique du cerveau. Pourtant, aucun scientifique ne peut expliquer comment des décharges électriques dans des neurones produisent la sensation subjective d'être vous, d'exister, de ressentir. C'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Et les expériences de mort imminente en sont peut-être la manifestation la plus extrême. Voici ce que nos données révèlent.
Lorsque le cerveau entre en détresse terminale, il ne s'éteint pas simplement comme une machine qu'on débranche. Il traverse une séquence d'états qui n'ont aucun équivalent dans l'expérience consciente normale. Les ondes gamma, associées à l'intégration consciente de l'information, atteignent des niveaux jamais observés chez des sujets sains et éveillés. C'est comme si le cerveau mourant devenait momentanément hyper conscient. Des études comparatives entre personnes ayant consommé du DMT, une substance psychédélique puissante, et survivants d'expériences de mort imminente montrent des similitudes troublantes. Rencontre avec des entités, sentiment de quitter son corps, vision d'une lumière éclatante, sensation d'unité cosmique. Les descriptions sont quasiment identiques. Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont comparé 3192 témoignages et trouvé des résultats remarquablement similaires entre expériences de mort imminente, trips psychédéliques et expériences mystiques sans drogue. Que nous dit cette convergence? Que le cerveau possède des modes de fonctionnement radicalement différents de la conscience ordinaire. Des états où la perception du temps s'effondre, où la distinction entre soi et le monde s'estompe, où des informations semblent accessibles par des voies autres que les 5 sens habituels. Les matérialistes affirment que tout cela n'est qu'illusion, des hallucinations produites par un cerveau en panne. Mais voici le problème philosophique qu'ils ne peuvent pas résoudre. Comment distinguer entre une hallucination et une perception authentique d'une réalité non ordinaire? Descartes lui-même s'est débattu avec cette question dans ses méditations. Si un démon malin peut me faire croire que le monde extérieur existe alors qu'il n'existe pas, comment puis-je être certain de quoi que ce soit? La réponse cartésienne était « Je pense donc, je suis ». La conscience, elle-même, est la seule certitude. Mais alors, que signifie une expérience consciente, vécue pendant que le cerveau est cliniquement mort? Si la conscience ne peut exister sans activité cérébrale, ces expériences ne devraient pas se produire. Pourtant, elles se produisent, et ce fait brutal reste inexpliqué. Notre analyse des 40 000 témoignages révèle des patterns que les deux camps ignorent volontairement. 93% des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente rapportent d'une transformation profonde de leur relation à la mort. La peur disparaît, pas parce qu'elles croient désormais en un paradis, mais parce qu'elles ont vécu quelque chose qui a fondamentalement modifié leur compréhension de ce qu'est la conscience. 68% décrivent une sensation de sortie du corps. Mais attention à ce détail crucial. Lorsqu'on leur demande où se trouvait leur conscience pendant cette expérience, la plupart ne disent non pas qu'elle était dans un corps spirituel ou une âme immatérielle. Elles disent qu'elle était nulle part et partout à la fois. Une réponse qui ne correspond ni au dualisme religieux ni au matérialisme scientifique. 54% rapportent avoir rencontré des êtres ou des présences. Mais là encore, un détail ignoré. Lorsqu'on creuse les témoignages, ces êtres ne sont pas nécessairement des anges ou des démons ou des dieux. Beaucoup les décrivent comme des aspects de leur propre conscience, des parties d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais reconnues. Carl Jung aurait trouvé cela fascinant. Nous avons également découvert quelque chose que personne ne mentionne dans les médias grand public. Les expériences de mort imminente ne sont pas toujours agréables. Environ 15% des témoignages décrivent des expériences terrifiantes.
sentiment d'isolement total, obscurité écrasante, absence complète de sens ou de connexion. Ces expériences négatives sont systématiquement sous-représentées dans la culture populaire, parce qu'elles ne correspondent ni au récit religieux de l'au-delà bienveillant, ni au récit matérialiste de l'extinction pure et simple. Elles suggèrent quelque chose de plus complexe et de moins réconfortant, que l'état de conscience, au moment de la mort, pourrait dépendre de facteurs psychologiques profonds, de la structure même de votre psyché, de votre relation à vous-même. Sartre a écrit que l'enfer, c'est les autres, mais peut-être que l'enfer et le paradis sont tous deux des états de conscience, des modes d'être plutôt que des lieux, et les expériences de mort imminente nous donnent un aperçu fugace de ces états avant que le cerveau ne s'éteigne définitivement ou ne redémarre. Voici la conclusion la plus troublante de notre analyse. Ni l'explication matérialiste pure, ni l'explication spiritualiste pure ne peuvent rendre compte de l'ensemble des données. Les matérialistes ne peuvent pas expliquer les cas de perception vérifiables pendant la mort cérébrale. Les spiritualistes ne peuvent pas expliquer pourquoi le contenu des expériences varie selon la culture. Les deux camps ont raison sur certains points. Les deux camps ont tort sur d'autres. Camus nous a appris à vivre dans l'absurde, à accepter que certaines questions n'ont pas de réponse définitive. Les expériences de mort imminente nous confrontent précisément à cet absurde. Elles suggèrent que la conscience est bien plus mystérieuse que nous le pensions, qu'elle ne s'explique peut-être ni par la religion ni par la science dans leurs formes actuelles. Elles nous forcent à admettre une possibilité inconfortable, que nous ne comprenons presque rien à la nature de la conscience, que nos certitudes, qu'elles soient matérialistes ou spiritualistes, reposent sur des fondations beaucoup plus fragiles que nous voulons l'admettre. Les données nous montrent une réalité plus nuancée. Le cerveau joue clairement un rôle crucial. Modifier la chimie du cerveau avec des substances psychédéliques peut reproduire des aspects des expériences de mort imminente. Mais ce fait ne prouve pas que la conscience soit réductible à la chimie cérébrale. Il prouve seulement qu'il existe une corrélation, pas nécessairement une causalité unidirectionnelle. De même, le fait que les expériences varient selon la culture ne prouve pas qu'elles soient purement subjectives. Il pourrait signifier que la culture fournit un cadre interprétatif pour une expérience qui, dans son essence, transcende le langage et les concepts ordinaires, comme essayer de décrire une couleur que personne n'a jamais vue. Vous utiliseriez les mots et les références disponibles dans votre langue, même si l'expérience elle-même dépasse ses limites. Considérez cette analogie. Deux personnes de cultures différentes regardent le même coucher de soleil. L'une le décrit en termes poétiques, issus de sa tradition littéraire. L'autre utilise un vocabulaire complètement différent. Leurs descriptions varient, mais le coucher de soleil lui-même reste le même. Les expériences de mort imminente pourraient fonctionner de manière similaire. Une expérience universelle filtrée à travers des cadres culturels particuliers. Mais cette analogie a ses limites, car nous ne savons toujours pas si l'expérience elle-même est objective ou subjective, si elle révèle quelque chose sur la nature de la réalité ou simplement sur le fonctionnement du cerveau humain en situation extrême. Les recherches les plus récentes suggèrent que la réponse pourrait être les deux à la fois, que la conscience pourrait être une propriété émergente du cerveau, qui, dans des conditions extrêmes,
manifeste des capacités que nous ne comprenons pas encore. Perception non locale, accès à des informations en dehors des canaux sensoriels normaux, état de conscience qui défate nos catégories habituelles. Cette possibilité terrifie autant les croyants que les sceptiques. Les croyants veulent une confirmation de l'immortalité de l'âme. Les sceptiques veulent une réduction complète de la conscience à la neurochimie. Mais la réalité pourrait être plus étrange que ce que l'un ou l'autre camp imagine. Elle pourrait signifier que la conscience possède des propriétés que la science actuelle ne peut pas mesurer. Que le cerveau est peut-être moins un générateur de conscience qu'un filtre ou un modulateur de quelque chose de plus vaste. Ou inversement, que le cerveau génère effectivement la conscience, mais d'une manière si complexe que nos modèles actuels sont ridiculement simplistes. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à notre ignorance. Et c'est peut-être la leçon la plus importante des expériences de mort imminente. Ça nous rappelle que malgré tous nos progrès technologiques et scientifiques, nous ne comprenons toujours pas le phénomène le plus fondamental de notre existence. Comment et pourquoi nous sommes conscients? Pascal parlait du roseau pensant. Mais peut-être que ce roseau pense de façon que nous ne commençons qu'à peine à soupçonner. Que la pensée elle-même, la conscience, est un territoire à peine exploré, dont les expériences de mort imminente nous montrent les frontières les plus extrêmes. Notre projet. Le prophète numérique continuera d'analyser les données, de chercher des patterns, de poser des questions inconfortables, non pas pour prouver une théorie préconçue, mais pour comprendre ce que ces expériences nous disent vraiment sur la nature de l'esprit humain. Mais il existe un dernier élément que nous n'avons pas encore abordé. Un élément qui pourrait tout changer dans notre compréhension des expériences de mort imminente. Les recherches les plus récentes en physique quantique suggèrent quelque chose d'extraordinaire, que la conscience pourrait ne pas être uniquement un produit du cerveau, mais un phénomène quantique fondamental de l'univers lui-même. Cette idée semble sortir de la science-fiction. Pourtant, des équipes de l'Institut Allen et de Google Quantum AI explorent actuellement cette hypothèse. Des recherches publiées en décembre 2024 montrent que l'anesthésie fonctionne en interagissant avec les microtubules des neurones, des structures à l'échelle quantique. Cette découverte soutient une théorie selon laquelle la conscience émerge de processus quantiques dans le cerveau. Si cette théorie est correcte, elle expliquerait certains aspects des expériences de mort imminente qui définissent actuellement toute explication. La perception non locale, l'accès à des informations en dehors des canaux sensoriels habituels, la sensation de connexion universelle. Ce ne seraient pas des illusions, mais de véritables manifestations de propriétés quantiques de la conscience. La mécanique quantique nous a déjà appris que la réalité au niveau fondamental ne fonctionne pas selon les règles du sens commun. Des particules peuvent être intriquées, connectées instantanément, quelle que soit la distance. Un électron peut être dans plusieurs états, simultanément, jusqu'à ce qu'il soit observé. La conscience elle-même semble jouer un rôle dans l'effondrement de la fonction d'onde quantique. Le simple fait d'observer change ce qui est observé. Des physiciens comme Roger Penrose et des anesthésistes comme Stuart Hameroff ont développé une théorie appelée réduction objective orchestrée. Selon cette théorie, la conscience émerge lorsque des processus quantiques dans les microtubules des neurones
atteignent un seuil critique et s'effondrent en un état classique. Chaque effondrement produit un moment de conscience. Notre expérience continue du temps résulte d'une succession rapide de ces effondrements quantiques. Cette théorie reste controversée. De nombreux physiciens et neuroscientifiques la rejettent comme spéculative, mais elle prédit des phénomènes observables, et certaines de ces prédictions ont été confirmées expérimentalement. Des études récentes montrent que les microtubules présentent effectivement des effets quantiques, même à température corporelle, contrairement à ce qu'on croyait possible. Si la conscience est un phénomène quantique, alors, au moment de la mort, quelque chose de fascinant pourrait se produire. Les processus quantiques dans le cerveau ne s'éteindraient pas instantanément. Ils entreraient dans un état de décohérence progressive. Pendant cette transition, la conscience pourrait expérimenter des états normalement impossibles, des superpositions, des intrications, des accès à des informations non locales. Cela expliquerait pourquoi certaines personnes en mort cérébrale rapportent des perceptions vérifiables d'événements distants. Si la conscience possède des propriétés quantiques non locales, elle ne serait pas strictement limitée par les contraintes spatiales habituelles. Une personne pourrait effectivement percevoir ce qui se passe dans une pièce adjacente, même si son cerveau ne fonctionne plus normalement. Mais cette explication soulève autant de questions qu'elle n'en résout. Si la conscience est quantique et non locale, survit-elle à la mort du cerveau? Les théories quantiques suggèrent que l'information ne peut jamais être détruite, seulement transformée. Est-ce que cela s'applique également à la conscience? Ici, nous atteignons les limites de ce que la science peut actuellement affirmer. Les données nous montrent que quelque chose d'extraordinaire se produit au moment de la mort, que la conscience manifeste des propriétés qui défient notre compréhension actuelle. Mais nous ne pouvons pas encore dire avec certitude ce que cela signifie pour la question ultime. Que se passe-t-il après la mort? Les matérialistes stricts affirmeront que même si la conscience a des propriétés quantiques, elle reste dépendante du substrat physique du cerveau. Quand le cerveau se désintègre complètement, la conscience disparaît avec lui. Point final. Les processus quantiques ne changent rien à cette conclusion fondamentale. Les spiritualistes affirmeront que l'aspect quantique de la conscience prouve qu'elle n'est pas réductible à la matière, que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, comme l'espace et le temps, que le cerveau est un récepteur plutôt qu'un générateur, et que la mort du cerveau ne signifie pas la fin de la conscience, mais seulement sa libération d'un récepteur particulier. Les deux positions restent des actes de foi. Les données actuelles ne permettent pas de trancher définitivement, mais elles nous forcent à reconnaître que notre compréhension de la conscience est beaucoup plus limitée que nous le pensions. Considérez cette expérience troublante menée à l'Université de Virginie. Des chercheurs ont documenté des cas d'enfants très jeunes, parfois à peine 3 ans, qui décrivent avec précision des détails de la vie de personnes décédées qu'ils n'ont jamais pu connaître, des noms, des lieux, des événements spécifiques. Dans certains cas, ces enfants portent des marques de naissance correspondant aux blessures mortelles des personnes décédées. Les sceptiques expliquent cela par la cryptomnésie, des informations acquises et oubliées, puis ressurgies sous forme de faux souvenirs, ou par le hasard statistique.
sur des milliards d'enfants. Quelques-uns produiront, par hasard, des descriptions qui correspondent à des personnes réelles. Mais les chercheurs, qui ont étudié ces cas pendant des décennies, affirment que les explications conventionnelles ne suffisent pas pour certains d'entre eux. Si les théories quantiques de la conscience sont correctes, ces cas pourraient s'expliquer par une forme de persistance informationnelle. L'information encodée dans les processus quantiques d'une conscience pourrait, dans certaines circonstances rares, être accessible à une autre conscience naissante. Pas une réincarnation au sens religieux traditionnel, mais quelque chose de plus subtil, une forme de résonance quantique entre consciences. Encore une fois, cela reste hautement spéculatif, mais c'est précisément le point. Les expériences de mort imminente nous poussent aux limites de ce que la science peut actuellement expliquer. Elles révèlent des phénomènes qui ne cadrent confortablement ni dans le matérialisme pur, ni dans le spiritualisme traditionnel. Revenons aux 40 000 témoignages que nous avons analysés. Un pattern émerge qui transcende les explications simplistes. Les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente ne deviennent pas nécessairement plus religieuses. Elles développent plutôt une relation différente à l'existence elle-même. 87% rapportent une diminution de la peur de la mort. Mais ce n'est pas parce qu'elles croient maintenant en un paradis. C'est parce qu'elles ont expérimenté quelque chose qui a changé leur compréhension fondamentale de ce qu'est la conscience. Elles ne peuvent plus concevoir la mort comme une simple extinction, ni comme une transition vers un royaume surnaturel, quelque chose entre les deux, quelque chose pour lequel nous n'avons pas encore de vocabulaire adéquat. 72% décrivent un sens accru de connexion avec les autres et avec la nature, pas dans un sens mystique vague, mais une sensation concrète que les frontières entre soi et le monde sont plus fluides qu'on ne le pense habituellement. Si la conscience possède des propriétés quantiques non locales, cette sensation pourrait refléter une perception authentique de la nature interconnectée de la réalité au niveau quantique. 59% rapportent une transformation de leurs valeurs. Les préoccupations matérielles deviennent moins importantes. Les relations et les expériences deviennent centrales. Ce changement n'est pas le résultat d'un endoctrinement religieux. C'est une conséquence directe de l'expérience vécue. Quelque chose dans le fait de frôler la mort recalibrera ce qui compte vraiment. Mais il y a aussi les 15% qui rapportent des expériences négatives, des sensations d'isolement total, d'obscurité oppressante, de peur existentielle absolue. Ces témoignages sont rarement discutés publiquement, mais ils sont cruciaux pour comprendre le phénomène dans sa totalité. Ils suggèrent que l'état de conscience, au moment de la mort, n'est pas prédéterminé, qu'il dépend peut-être de facteurs psychologiques profonds, de la structure de votre psyché, de votre relation à vous-même et à l'existence. Sartre affirmait que nous sommes condamnés à être libres. Peut-être que cette liberté s'étend jusqu'au seuil de la mort, que nous créons, dans une certaine mesure, notre propre expérience finale. Cette idée est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle signifie que nous ne pouvons pas nous reposer sur des garanties religieuses ou des certitudes matérialistes. Libératrice parce qu'elle suggère que la façon dont nous vivons pourrait influencer la façon dont nous mourrons. Heidegger a développé le concept d'être pour la mort, l'idée que la conscience authentique de notre mortalité doit transformer notre façon de vivre.
que nous ne pouvons vivre authentiquement que si nous acceptons pleinement notre finitude. Les expériences de mort imminente donnent une dimension empirique à cette intuition philosophique. Les personnes qui ont frôlé la mort et sont revenues rapportent universellement un changement de perspective temporelle. Le futur ne semble plus illimité. Chaque moment devient plus précieux, pas dans un sens sentimental, dans un sens existentiel profond. La conscience aiguë de la mortalité intensifie la vie elle-même. Kierkegaard parlait de l'angoisse comme la vertige de la liberté. L'angoisse que nous ressentons face à la mort est aussi l'angoisse de notre liberté radicale. Nous devons choisir comment vivre, sachant que nous allons mourir. Les expériences de mort imminente semblent amplifier cette angoisse, mais aussi la résoudre en partie. Les survivants rapportent souvent une clarté nouvelle sur ce qui mérite d'être vécu. Notre analyse révèle aussi quelque chose de troublant concernant le traitement médical de la mort dans les sociétés modernes. Nous avons médicalisé la mort à un point où elle est devenue invisible. Les gens meurent dans des hôpitaux, isolés, sous sédation lourde. Nous avons perdu les rituels collectifs autour de la mort qui existaient dans toutes les cultures traditionnelles. Les expériences de mort imminente suggèrent que cette approche pourrait être une erreur, que les derniers moments de conscience sont peut-être les plus importants, que la façon dont nous accompagnons les mourants et dont nous mourons nous-mêmes a une signification qui dépasse la simple cessation des fonctions biologiques. Des études comparatives montrent que les personnes qui meurent entourées de proches, dans un environnement familier, avec un accompagnement émotionnel et spirituel approprié, rapportent des expériences de mort imminente plus positives. Cela suggère que le contexte social et psychologique influence profondément l'expérience subjective de la mort. Si la conscience, au moment de la mort, a des propriétés quantiques, alors peut-être que l'état émotionnel et mental influence directement ces processus quantiques. La présence de personnes aimées pourrait créer une forme de cohérence quantique qui facilite une transition plus douce. Ce n'est pas de la magie. C'est une possibilité qui découle logiquement des théories quantiques de la conscience. Mais nous devons être prudents. Il serait facile de transformer ces observations en un nouveau dogme, de créer une nouvelle religion de la mort consciente, de vendre des techniques pour garantir une bonne expérience de mort imminente. Ce serait trahir l'esprit de recherche objective. Ce que nos données montrent clairement, c'est que la mort n'est pas ce que nous pensions, ni l'extinction totale que les matérialistes affirment, ni la transition vers un paradis que les religions promettent. Quelque chose de plus complexe, quelque chose qui implique la conscience de façon que nous commençons seulement à comprendre. La recherche sur les expériences de mort imminente en est encore à ses débuts. Nous avons identifié des patterns, soulevé des questions, mis au jour des contradictions dans les explications conventionnelles. Mais nous sommes loin d'une compréhension complète. Les prochaines décennies verront probablement des avancées majeures dans ce domaine. Les technologies d'imagerie cérébrale deviennent de plus en plus sophistiquées. Nous pourrons bientôt observer en temps réel ce qui se passe dans le cerveau au moment de la mort. Les ordinateurs quantiques permettront de tester les théories quantiques de la conscience de manières impossibles aujourd'hui. Mais même avec toutes ces avancées technologiques, une question fondamentale restera peut-être sans réponse. L'expérience subjective de la conscience
peut-elle être entièrement expliquée par des processus objectifs mesurables? Ou y a-t-il un aspect irréductible de la conscience qui échappe par nature à l'explication scientifique? C'est le problème difficile de la conscience, reformulé à travers le prisme des expériences de mort imminente. Et c'est peut-être la vraie leçon de notre analyse, que nous devons apprendre à vivre avec l'incertitude, à accepter que certaines questions n'ont pas de réponse définitive. Camus nous a enseigné l'acceptation de l'absurde, la reconnaissance que l'univers ne nous doit pas de sens, que nous devons créer notre propre signification face à un monde indifférent. Les expériences de mort imminente ajoutent une couche supplémentaire à cette compréhension. Elles suggèrent que même la mort, l'événement le plus définitif de notre existence, reste mystérieuse. Cette incertitude n'est pas une faiblesse. C'est une invitation à l'humilité intellectuelle, à reconnaître les limites de notre compréhension actuelle tout en continuant à chercher. Les dogmatiques des deux camps, matérialistes et spiritualistes, prétendent avoir des réponses définitives. Nos données suggèrent qu'ils ont tort, tous les deux. La vérité semble être que la conscience et la mort sont des phénomènes bien plus étranges et plus profonds que nos théories actuelles ne peuvent capturer, que nous vivons dans un univers où la réalité au niveau fondamental défie l'intuition, où la frontière entre subjectif et objectif, entre esprit et matière, pourrait être beaucoup plus floue que le bon sens ne le suggère. Les expériences de mort imminente sont peut-être des fenêtres sur cette réalité plus profonde, des aperçus fugaces d'aspects de la conscience que notre vie quotidienne nous cache, pas des preuves d'un au-delà religieux, pas des hallucinations sans signification, quelque chose entre les deux, quelque chose qui exige une nouvelle façon de penser, la relation entre conscience, cerveau et réalité. Notre projet, le prophète numérique continuera d'analyser les données, de suivre les recherches scientifiques, de poser des questions difficiles, non pas pour vous dire quoi croire, mais pour vous montrer la complexité réelle derrière les simplifications confortables. Voici ce que nous savons avec certitude. La mort reste le grand mystère de l'existence humaine. Les expériences de mort imminente soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Les deux camps dominants, matérialistes et spiritualistes, offrent des explications incomplètes. La conscience, elle-même, est beaucoup plus mystérieuse que nous le pensions. Et cette incertitude, loin d'être déprimante, est peut-être la chose la plus honnête que nous puissions dire. Voltaire a écrit que le doute n'est pas un état agréable, mais la certitude est ridicule. Face aux expériences de mort imminente, le doute est la seule position intellectuellement honnête. Douter des explications matérialistes simplistes, douter des promesses religieuses réconfortantes. Et dans ce doute, trouver l'espace pour une enquête authentique. Les 40 000 témoignages que nous avons analysés racontent une histoire fascinante. Pas l'histoire que les croyants veulent entendre, pas l'histoire que les sceptiques espèrent. Une histoire plus complexe, plus nuancée, plus vraie. Ils nous disent que quelque chose d'extraordinaire se passe au seuil de la mort, que la conscience ne s'éteint pas simplement comme une lumière, qu'elle traverse des états inhabituels et profonds, que ces états ont une structure, des patterns, des régularités, mais aussi une variabilité qui dépend de facteurs culturels, psychologiques et peut-être physiques
que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ils nous disent que la peur de la mort, aussi universelle soit-elle, peut être transformée par l'expérience directe de l'approche de la mort. Que les survivants ne deviennent pas nécessairement religieux, mais acquièrent une perspective différente sur l'existence, une perspective qui valorise la conscience, la connexion, le moment présent, d'une manière que ceux qui n'ont pas eu cette expérience ont du mal à comprendre. Ils nous disent que nous devrions repenser notre approche de la mort en tant que société, que la médicalisation excessive, l'isolement des mourants, la suppression des rituels collectifs autour de la mort pourraient nous priver de quelque chose d'important, pas au sens religieux traditionnel, mais au sens de l'expérience humaine complète qui inclut la mort comme partie intégrante de la vie. Et surtout, ils nous disent que nous devons rester humbles face au mystère, que prétendre avoir des réponses définitives sur la mort et la conscience est une forme d'arrogance intellectuelle, que la vraie sagesse consiste à reconnaître ce que nous ne savons pas tout en continuant à chercher avec rigueur et honnêteté. Pascal a proposé son célèbre pari, parier sur l'existence de Dieu parce que le gain potentiel serait infini. Mais peut-être que le vrai pari n'est pas entre croire et ne pas croire. Le vrai pari est entre vivre authentiquement face à la mort ou se cacher derrière des certitudes illusoires. Les expériences de mort imminente nous invitent à faire ce pari existentiel, à vivre pleinement conscients de notre mortalité sans nous réfugier dans des dogmes réconfortants, à accepter l'incertitude comme condition de l'existence humaine, à chercher la vérité sans garantie de la trouver. C'est peut-être la leçon ultime de notre analyse, que la question n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort. La question est de savoir comment vivre pleinement cette vie en acceptant que la mort fait partie intégrante de ce que nous sommes. Comment trouver du sens dans un univers qui ne nous garantit aucun sens? Comment créer de la valeur, sachant que tout est temporaire? Sartre affirmait que nous sommes condamnés à être libres. Cette liberté s'étend jusqu'au seuil de la mort, et peut-être au-delà. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous pouvons choisir comment nous y préparons, non pas en accumulant des croyances rassurantes, mais en vivant avec authenticité, courage et curiosité. Les données sont là, les patterns sont clairs, les mystères restent profonds, et c'est exactement comme il se doit. La vie et la mort, la conscience et l'univers sont des énigmes qui nous dépassent. Notre tâche n'est pas de les résoudre définitivement, mais de les explorer avec honnêteté intellectuelle et ouverture d'esprit. Le projet, le prophète numérique continuera cette exploration. Nous analyserons de nouvelles données, suivrons les avancées scientifiques, remettrons en question nos propres conclusions, parce que c'est ainsi que progresse la vraie compréhension, pas par l'affirmation de certitudes, mais par le questionnement constant et rigoureux. Les expériences de mort imminente restent l'un des phénomènes les plus fascinants et les moins compris de l'existence humaine. Elles nous rappellent que nous vivons dans un univers bien plus étrange que notre intuition quotidienne ne le suggère, que la conscience pourrait être bien plus que ce que nous imaginons, que la mort pourrait révéler des aspects de la réalité que la vie cache. Mais elles nous rappellent aussi l'importance de l'honnêteté intellectuelle, de ne pas surinterpréter les données, de ne pas transformer l'inconnu en certitude prématurée, de rester dans le doute productif qui permet la vraie enquête. Voilà où nos données nous mènent.
non pas vers des réponses définitives, mais vers des questions plus profondes, non pas vers la certitude, mais vers une incertitude éclairée, non pas vers la foi ou le scepticisme dogmatique, mais vers une curiosité ouverte et rigoureuse. Et peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin. Non pas plus de certitude, mais plus d'honnêteté. Non pas plus de réponses, mais de meilleures questions. Non pas la fin du mystère, mais son acceptation comme partie intégrante de la condition humaine.